Henri Vallon avait 18 ans au moment où a débuté l'affaire Dreyfus. Il en avait 25 lorsque Dreyfus a été définitivement réhabilité. Si bien que, me semble-t-il, cette affaire a été pour lui, a constitué une de ses expériences cruciales, et qu'on peut dire qu'il a fait partie des intellectuels qui ont été directement issus de cette affaire, pour qui il y avait continuité entre prise de position dans les questions de société, élaboration intellectuelle et œuvre scientifique. C'est bien que les unes influençaient les autres et réciproquement. Bon, on a fait allusion à plusieurs exemples qui le montrent et je vais en prendre un particulier. Henri Vallon, en 1908, est un jeune médecin spécialisé en neuropsychiatrie. Il est consultant pour les enfants qui sont atteints de retards mentaux sévères et de troubles graves du comportement dans le service du docteur Najot à la Salpêtrière. Et de son expérience, qu'il a, et notamment des observations qu'il effectue et qu'il associe aux connaissances du temps sur l'organisation cérébrale et sa pathologie, il tire la matière de sa thèse de lettres, L'enfant turbulent, qu'il rédige, qu'il commence à rédiger, mais qu'il ne soutient pas parce que, entre-temps, éclate la guerre. Vallon est mobilisé en tant que médecin. Il est affecté au 17e régiment d'artillerie qui participe au combat sur plusieurs fronts successifs depuis la Somme jusqu'à Verdun. Ce que je n'hésite pas à appeler une monstrueuse boucherie, qu'a été la guerre de 14, a provoqué chez cet homme de 35 ans un bouleversement, un ébranlement profond. Il était socialiste depuis ses années à l'École normale supérieure, mais en même temps, comme le montre sa correspondance avec Dodin, il était amoureux de la France, de ses paysages, de son histoire, et puis il manifestait une certaine méfiance, je dirais même une certaine hostilité envers l'Allemagne, envers son chauvinisme, envers la pensée des philosophes allemands qu'il trouvait confuse et pas claire. En somme, sans caricaturer, on pourrait dire qu'au départ, au début de la guerre, il n'était pas très éloigné de tous ces jeunes mobilisés qui scandaient la fleur au fusil à Berlin. J'en vois pour preuve ce que lui reproche son ami, l'écrivain libertaire Léon Werth, qui lui écrit « Je sens que vous ne vous êtes pas ressaisi, excusez mon culot, et que vous croyez encore, comme tout le monde, à la guerre civilisatrice et libératrice, à la fin du militarisme prussien et même français. Je trouve votre point de vue effroyable. Et si la victoire n'est pas possible, plus cette guerre se prolonge sur les deux fronts, moins j'attends une issue militaire, sinon par l'usure, par l'épuisement. Quelle foi militaire vous avez et quelle naïveté, semble-t-il, de supposer qu'une victoire ne sera pas celle de nos généraux. Il faut dire d'ailleurs que Vallon n'était pas le seul et que de nombreux socialistes sont tombés dans la ferveur nationaliste, dans l'union sacrée. Mais il n'aura pas fallu plus de 3 mois pour que la fibre patriotique fasse place à l'écœurement et à la prise de conscience de la communauté de souffrance où se trouvent réunis les combattants des deux camps. Voici par exemple une lettre à Dodin du 27 octobre 1914, donc 3 mois après le début du conflit.
Ah, il croit nous donner du cœur à l'ouvrage, du cœur au combat, en demandant 1000 duretés pour les prisonniers que nous faisons. Et s'il nous voyait, comme je voyais l'autre jour, de braves artilleurs, serrer la main aux pauvres bougres tombés entre nos mains après de meurtriers combats, de pauvres bougres, des soldats de la garde impériale, je défie quiconque d'entre nous a vu la guerre de vouloir ajouter quoi que ce soit à la souffrance des hommes. Nous sommes tous pacifistes, tous. Et on peut ainsi comprendre l'enthousiasme de Vallon 3 ans plus tard, quelles que peuvent être les évolutions ultérieures, pour la révolution russe, qui s'est construite sur l'écroulement du militarisme tsariste, et pour la fondation de la Troisième Internationale, créée contre la trahison des partis socialistes européens qui s'étaient déshonorés dans les diverses unions sacrées, que ce soit les partis socialistes français ou allemands. Le voilà donc embarqué dans la mêlée, assigné dans un hôpital de campagne, proche du front, pour soigner les soldats ayant subi la vie de tranchée, les horreurs des bombardements, des attaques allemandes et des assauts lancés contre l'ennemi. 3 articles suivront dont on a déjà parlé, dont l'un co-signé avec Georges Dumas. Articles parus en 1919-1920 qui présenteront une synthèse de ses observations et des conclusions qu'il en a tirées. Le plan des 3 articles est à peu près le même. Tout d'abord sont examinés les troubles nerveux et psychologiques associés à des atteintes indubitables du système nerveux. La précision des lésions cérébrales provoquées par des impacts de balles ou d'éclats d'obus permet, mieux que les accidents vasculaires cérébraux qui affectent un territoire moins bien délimité, ce qui est un chapitre classique de la neurologie, de dresser un véritable atlas des localisations corticales et sous-corticales et de leur fonctionnalité. Puis, dans un deuxième temps, sont envisagés les cas nombreux où les déficits et les souffrances cliniquement manifestes, telles que paralysie, tremblement, perte de la parole, de l'audition, de la vue, confusion et désorientation, ralentissement idéatoire, indifférence affective, ne paraissent pas à première vue associés à des lésions repérables du système nerveux. Mais une ponction lombaire fait apparaître les dégâts diffus causés par l'exposition au vent de l'obus, c'est-à-dire à la puissante déflagration de l'air due à une explosion responsable d'un choc important retentissant sur les parties molles de l'organisme, comme le cerveau, où elle provoque hémorragie et contusion. Donc, à partir de ces observations et de leur contrôle par la ponction lombaire, on peut authentifier des symptômes que d'autres médecins militaires, à la suite de Babinski, qui est un célèbre neurologue parisien, élève de Charcot, ces médecins, par contre, qualifient ces troubles de pythiatiques en estimant qu'ils relèvent d'une simulation, qu'elle soit consciente ou inconsciente, et qu'on peut traiter entre guillemets, par des moyens invasifs, tels que des chocs électriques, qui obligent les malades à guérir et qui permettent de les renvoyer au front. Enfin, troisième plan, distinct ou combiné à la commotion physique, interviennent des troubles qui sont liés au choc émotionnel et qui entraînent plusieurs types de réactions. Fuite incoercible, immobilisation, crise épileptiforme. Les effets consistent en cauchemars, en état délirant, en perturbations vasomotrices, tremblements, hyperémotivité. Le rôle du système sympathique apparaît impliqué,
mais un point remarquable est que ces effets ne surviennent parfois qu'après une période d'incubation. Là encore, les interventions médicales brutalisantes préconisées par certains médecins sont jugées par Vallon inappropriées, car Vallon estime qu'un traitement calmant et rééducatif s'impose. Bon, c'est une question qui n'est pas purement académique, on s'en doute. Il y a chez les médecins qui adoptent la position de Babinski conjonction entre une conception qui n'accepte de considérer qu'il n'y a pas de pathologie mentale sans souffrance cérébrale et volonté, sur la base d'une idéologie nationaliste et militariste, de refuser à ces soldats le bénéfice d'être traités en patients et d'échapper ainsi à l'enfer dont ils sont à peine sortis. La pratique des chocs électriques, généreusement délivrés dans les hôpitaux militaires, finit par provoquer la résistance des soldats, et l'un d'eux doit comparaître dans un procès pour avoir refusé le traitement et s'être un petit peu battu avec le docteur Clovis Vincent qui voulait l'imposer. Vallon, quant à lui, fait partie des médecins qui considèrent ces cas comme réellement pathologiques et préconise pour eux de véritables soins. Or, cette approche humaniste qui vise à épargner à ceux qui ont été plongés dans le massacre de s'y retrouver conduit à soulever, au-delà des implications thérapeutiques, la question des déterminations du trouble mental et de la multiplicité des facteurs en jeu qui excèdent la référence unique et univoque aux lésions cérébrales. Les circonstances dans lesquelles les événements traumatisants se sont produits, que les soldats soient au repos ou au contraire en train de participer à un assaut, les rôles assumés par les participants, qui peuvent être des fantassins qui répondent aux ordres ou des officiers qui assurent le commandement, les origines sociales, les motivations idéologiques, tous ces facteurs exercent un effet modulateur de grande ampleur. C'est ainsi que même si la détermination organique ne peut pas être écartée, elle n'est pas pour autant seule en cause et elle ne suffit pas à rendre compte de l'organisation et de l'évolution des phénomènes pathologiques, psychologiques et psychopathologiques. C'est alors l'ensemble de la personne qu'il faut considérer. De plus, le fait que l'évolution puisse consister en un décalage entre la survenue du stimulus déclenchant et celle du trouble, alors même que les fondements physiologiques qui l'accompagnent ne sont plus présents, ce fait oblige à admettre que, dit Vallon, le trouble n'a plus d'autre raison de subsister qu'une représentation mentale. Il a changé radicalement de nature. Avec la représentation, ce qui se dévoile et qu'il s'agit d'explorer nécessite un point de vue et des méthodes distincts de ceux qui se restreignent au strict plan physiologique. René Zazot, et on l'a dit ce matin, souligne que cette expérience de la clinique des perturbations mentales chez les soldats de la Grande Guerre a eu pour Vallon des répercussions sur ses conceptions, en faisant apparaître l'existence d'un plan psychologique autonome, bien sûr lié aux conditions organiques, mais ne s'y laissant pas réduire. C'est toute sa théorie du développement psychologique qu'il a été conduit à réélaborer. Citation de Zazot, c'est l'examen d'adultes blessés de guerre qui va fournir à Vallon sa perspective de psychologie génétique. C'est la constatation de perturbations profondes et durables dues à l'émotion seule qui va conduire à dépasser
la conception étroitement physiologique de l'émotion et à résoudre par là même les contradictions des doctrines classiques. Donc, bénéficiant de l'expérience accumulée sur les soldats blessés de guerre, qui l'a conduit à réviser et approfondir sa conception de l'activité mentale, Vallon procède à une réécriture de sa thèse sur l'enfant turbulent qu'il soutiendra en 1925. L'absence de connaissance du manuscrit de la première rédaction ne permet pas de savoir ce que pouvait en être alors la conceptualisation. Faute de ce document, on ne peut pas faire la part de ce qui, dans les conceptions préalables, a pu influer sur les idées concernant les soldats et de ce que l'expérience des effets de la guerre a joué ultérieurement sur la théorie psychologique. Probablement les deux. Il est bien évident que la prise de position à la fois théorique et pratique sur les effets de la guerre, sur les soldats de 14, est survenue sur la base d'un engagement préalable dans la cause socialiste et d'une réflexion critique sur divers sujets de société, tels que le taylorisme, comme on l'a dit ce matin, ou encore l'idéologie nationaliste d'un Barès, et que réciproquement une prise directe sur la réalité des effets psychologiques et psychopathologiques de la guerre a fourni à Vallon des aliments pour ses élaborations théoriques. Je vois que mon temps est dépassé, je suis obligé de m'arrêter, mais j'espère vous avoir donné l'essentiel de la thèse.